Eh ben, c'est le retour des anciens personnages cette saison, dites-moi. Et ça démarre cet épisode de façon un peu surprenante, où on lance pas directement le générique. C'est la première fois que ça arrive. On a une intro sans générique et le générique vient au bout d'une minute et demie parce qu'il fallait appuyer un truc spécifique pour une fois. Et je vois pas en quoi ça méritait particulièrement ce traitement, cette révélation-là, parce que voilà, ce qu'on va apprendre, c'est que Sandor, le limier, n'est pas mort. Non, il a été trouvé à un moment donné par quelqu'un qui s'est repenti de ses exactions de criminel. C'était une espèce d'assassin, d'homme de main qui faisait des actes assez grave pour obéir aux ordres qu'on lui donne. Et donc, voilà, il s'est un petit peu repenti, il a créé cette espèce de petite communauté pour se créer une espèce de petite église ou je sais pas trop quoi, histoire d'avoir leur petit coin de bonté entre eux. Alors, je sens tout de suite venir l'embrouille par rapport à ça. Oh, ça va pas mieux se passer, dites donc. Mais voilà quoi, il a trouvé, comme par hasard, Sandor, agonisant, et il l'a sauvé in extremis, alors que bon, il clamsait, il semblait être sur le point de crever, mais il s'est accroché à la vie, tout ça. Et maintenant, avec ce qu'il a fait, il s'est attaché à cette espèce de groupe et participe à la construction, à couper du bois pour le feu, etc., etc. Voilà, donc ça me fait un petit peu marrer de voir que Sandor, qui était du genre, ouais, le côté reconnaissance envers la personne qui essaye de m'aider, c'est complètement n'importe quoi, parce que de toute façon, ça va... Si ces gens-là sont faits pour clamser dans pas longtemps, se disent ok, je suis ça maintenant, c'est très bien, je suis reconnaissant, je les suis. J'ai le sentiment qu'il recherchait un peu une espèce de paix par rapport à tout ce qu'il a vécu et ça lui fournissait ça. Donc voilà, il y a ce moment qui est pas trop mal autour du personnage, c'est juste que je sais pas pourquoi il fallait que vous reportiez le générique de l'épisode spécialement pour ça, alors que ça n'a jamais été fait avant, quoi. Sandor, c'est un personnage qui a droit à un traitement de faveur par rapport à ça, semble-t-il. Mais ouais, quoi, ça me fait revenir une fois de plus au côté « Ah, mais il y a des morts réalistes dans cette histoire !» Blablabla, ouais, c'est traité de façon super réaliste, ça aussi, quoi. Et on l'a laissé pour mort, et comme par hasard, il y a un type qui est venu le prendre, et il a survécu in extremis, soit le réalisme saute de l'écran une fois de plus. Hein. Donc les autres fois que je m'imaginais que ça se passerait pas comme ça, que ce serait pas une mort aussi sèche, non, c'est une série réaliste, hein, ça le montre bien ici. L'argument est nul, je trouve tellement nul cet argument. Bon, excusez-moi, je m'acharne sur un truc. Le fait est que ouais, c'est un passage pas mal, ça va agrémenter beaucoup l'épisode puisqu'on va passer genre 10 minutes, un quart d'heure là-dessus. Cette espèce de passage où Sandor se crée un petit peu des liens dans cette communauté, où il semble un peu avoir trouvé sa place. Mais alors là, oh, comble de la malchance, il y a 3 soldats lambda qui arrivent, oh, on bosse pour le roi, on vous protège, on a besoin de trucs pour nous aider à vous protéger. Et donc voilà, ils veulent les extorquer. Le dirigeant de la petite communauté leur dit « Désolé, on ne vit que d'amour et d'eau fraîche, on a juste un peu de nourriture, c'est seulement pour nous, etc. » Mais les soldats veulent quand même être des sales connards et au bout d'un moment, ils viendront, alors que Sandor, comme par hasard, ne sera pas là, pour les buter. Voilà, ils buteront tout le monde, quoi. Sandor, qui était resté un peu plus loin pour couper du bois pour le feu, se rend compte du massacre et se dit « Ah, je prends ma hache et je vais les venger !» Alors bon, je résume grossièrement, hein. Il y a des moments assez forts entre Sandor et le chef qui discutent un petit peu de ce nouveau départ dans la vie qu'il a après avoir été sauvé in extremis et tout, c'est vraiment pas mal. Et cette espèce de retour à la réalité qu'il a lui en disant que il faut se défendre contre eux et où il dit ouais mais il y a que toi qui est comme guerrier donc il faut oublier ça et espérer que ça aille mieux et bien entendu ça va pas aller mieux évidemment. Hein. J'ai trouvé ça très bon sur pas mal de points. C'est juste le conflit rapide avec les soldats qui arrivent de nulle part.
C'était beaucoup trop expédié pour que ça ait beaucoup de poids cette partie-là. C'est dommage, j'ai le sentiment que vous vouliez vraiment condenser toute cette histoire autour de Sandor qui a trouvé un nouveau foyer mais qui le perd et donc il repart sur les routes, etc. Vous vouliez tellement tout condenser qu'il y a des trucs qui sont allés un peu trop vite. C'était un retour de Sandor. Je pense pas particulièrement que ça a été grandement pensé au sein du livre. Enfin, sait-on jamais, quand le livre sortira, la suite du livre sortira, peut-être que ça me donnera tort, si jamais elle sort un jour cette suite. En tout cas, puisqu'on a parlé de Sandor, on peut enchaîner rapidement sur Arya, puisqu'il se passe pas grand-chose autour d'elle, à part que, bon, elle suit un petit peu ce qu'elle a prévu de faire avec la fin de l'épisode précédent, c'est-à-dire se barrer. Maintenant qu'elle a dit merde aux enseignements de Jaqen, elle se dit, ouais, je vais demander à quelqu'un comme par hasard qui vient de Westeros, et le payer pour qu'il me ramène à Westeros, là d'où je viens. Et ça a l'air bien parti, seulement haha, elle se fait attaquer par surprise par donc l'autre fille, l'autre élève de Jaqen, alors qui honnêtement est pas si subtil que ça dans son approche, quoi. Il y a une vieille peau qui se présente comme ça, bonjour jeune fille, je t'approche comme ça subtilement, et Arya se doute de rien. Moi à sa place, je ferai gaffe quand même, hein. Mais bon voilà, la fille arrive à la voir par surprise et à lui poignarder le ventre. Seulement le ventre, hein, parce que voilà, en dépit de ce que Jaqen a dit, elle a pas voulu faire en sorte que ce soit une mort rapide. Et j'imagine que c'était pas une lame empoisonnée ce coup-ci. Si ça se trouve, je me trompe, nous verrons bien. Et ouais, grâce à ça, grâce au fait qu'elle n'attaque pas directement sur ses points vitaux, Arya parvient à avoir un sursaut pour lui faire lâcher prise et à se barrer en sautant dans le fleuve en dessous. Et donc voilà, elle est blessée et elle déambule dans les villes en ayant peur de tout le monde, parce que tout le monde pourrait vouloir s'en prendre à elle, puisqu'elle peut se déguiser dans n'importe qui, cette fille. Voilà, c'était un suivi pas trop mal de ce qu'il y avait avant. Après, pour le peu qu'il y avait, c'est l'histoire de dire. Voilà. Tant qu'à enchaîner les segments rapides, on a un petit moment très court autour de Yara et Theon, où on découvre que Yara est gay, semble-t-il. Oublie. C'est le petit détail, quoi. Ah, on s'arrête pour voir des filles de joie parce que ça manquait un peu de filles à poil depuis quelques temps. Et ouais, elle a envie de se faire une fille parce que voilà, elle est gay. Ok. Je trouve ça un peu grossier dans l'absolu de faire en sorte que notre fille qui est assez virile, dans l'absolu un peu plus masculine que les femmes un peu normales, soit comme par hasard gay. Un peu grossier sur le bord, hein. J'espère qu'ils feront pas ça avec Brienne au moins. Mais bon, ce détail-là, c'était n'importe quoi, c'était juste une parenthèse à la con. C'est juste un moment pour que Yara expose un petit peu leur plan. C'est-à-dire que maintenant qu'on fuit Euron, eh ben, il faut qu'on trouve un moyen d'être en sécurité, de reprendre nos îles. Et pour ça, bon, on va suivre le plan qu'il a voulu faire, c'est-à-dire aller à Myrine, conclure un pacte avec Daenerys pour ça. Voilà, moi je pensais qu'ils iraient participer un petit peu au combat contre les Bolton, mais apparemment non, quoi, ce sera pour une autre fois. Ils ne participeront pas. Ok, j'avais mal prédit ça. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, quoi. C'est un petit moment où elle essaye de faire reprendre ses esprits à Theon, qui a une fois de plus perdu un petit peu sa combativité. Allez, reprends-toi, mon petit! Ok, je pensais que c'était déjà un petit peu mis sur le tapis avant, mais il fallait qu'on appuie ça un peu davantage, ok. Et voilà, elle a exposé son plan, on verra comment ça se passera. Tout le monde veut voir Daenerys maintenant depuis quelques temps, hein, c'est genre le pari à faire, hein, Daenerys. Sinon, du côté de Port-Réal, on a un peu confirmation de ce que j'espérais, c'est que Marjorie joue un rôle. Hein, c'est-à-dire que voilà, elle fait bien son rôle de je suis soumise à votre Dieu, je crois en lui, j'essaye de suivre la bonne voie maintenant, blablabla, auprès du grand moineau, et elle essaye de jouer le jeu devant sa grand-mère Olenna, en étant surveillée par la même sœur, la sœur avouée, il me semble, c'est ça son nom. Je sais pas comment elle s'appelle, je m'en fous de celle-là. Voilà, et donc elle essaye un peu de jouer le jeu, mais elle lui fait bien comprendre, en lui mettant un petit bout de papier dans la main, qu'elle est de leur côté, et qu'elle a pas oublié qui elle était ou quoi que ce soit. Voilà, ça s'étend un peu pour pas grand-chose. Je trouve quoi, ça dure plusieurs minutes, et je trouve que ça aurait pu être un peu raccourci pour ce que ça représente. Mais voilà, ça appuie bien ça, quoi. Ça représente bien Marjorie qui n'a pas
perdu pied, entre guillemets. Sachant que, ouais, Loras n'a pas été libéré, lui. Loras doit toujours se repentir, alors que c'est pas super logique pour moi, puisque on avait vu avant qu'il avait craqué la dernière fois qu'on l'avait vu, mais bon, maintenant il est toujours gardé, surveillé, il doit se repentir. Il n'a toujours pas accepté sa marche de l'expiation. D'ailleurs, puisqu'on en parle, le procès de Cersei vient pas tout de suite aussi. Ils font durer ça, mais c'est dingue, hein. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, le conflit contre Dorne, il va avoir lieu à un moment donné, on s'en fout, on met ça en parenthèse sur le coup. Il y a tellement de trucs qui se passent, je sais pas, j'ai tellement peur d'être déçu par des résolutions expédiées par rapport à ça. Mais bon, voilà quoi, Olenna est un petit peu rassurée de voir que sa fille est toujours de leur côté, quoi, elle est pas endoctrinée, et elle décide de se barrer pour prévoir je sais pas trop quoi. Peut-être qu'elle aura enfin un plan intéressant par la suite, parce que depuis une saison et demie, j'attends un peu de voir ce qu'elle peut faire, Olenna. Et elle se barre en disant ah, au moins dans notre malheur vous tombez, et c'est la chose qui me réjouit le plus hein, lorsqu'elle part à Cersei avant de partir. Voilà, hein, c'est ce petit détail sympathique autour de Lena. Sinon ouais, c'était pas mauvais ça, c'est juste que je trouve que ça se tendait pour pas grand chose cette partie là. Mais bon, au moins on est fixé, hein. Marjorie joue un rôle, hein, je suis content de le savoir. Ensuite, à Vivseg, on va poursuivre donc ce qui avait été instauré autour du Silure, il s'appelle comme ça le Silure, le grand-oncle Sansa et compagnie du côté de leur mère, donc qui tient Vivseg et qui a vraiment une espèce d'abnégation par rapport à ça. Hein. On voit que Jaime arrive avec Bronn comme bras droit pour diriger les troupes, parce que voilà, il peut pas lui accorder le répit une seule seconde, ce type. Hein. Je veux dire, je te jure, hein, Thoras, qu'on t'a promis, hein, et Lannister paye toujours l'air de ferme ta gueule, arrête de dire ça, connard. Hein. Je serais bien de me donner ce que moi m'avait promis à un moment donné, merde. Donc ouais, je comprends même pas pourquoi il continue de le suivre avec ce qui se passe, il doit en avoir un petit peu marre, Bronn, mais bon, il le suit quand même. Et ouais quoi, ils arrivent au moment précis, parce qu'il y a pas mal de comme par hasard dans cet épisode je trouve, où il y a les hommes de Frey qui viennent lancer leur petit ultimatum au Silure en menaçant de tuer son neveu Edmure. Hein. Et Silure se dit ouais ok faites-le, de toute façon si je me rends ça va pas être meilleur, donc allez-y si vous voulez le tuer, tuez-le. Il y a vraiment une abnégation de sa part, hein. Mais bon oui c'est vrai que c'était un coup dans l'eau ça, hein. Faire ce genre de menace c'est vraiment limite une solution du désespoir, hein. Lord Frey et ses hommes ont plus grand chose sous la main, faut avouer. Mais voilà, c'est là que Jaime arrive et qu'il demande à prendre le commandement, sachant qu'Edmure au passage n'a pas été tué, peut-être que ça jouera un rôle, je sais pas trop ça. Voilà, ils osent pas le tuer puisqu'ils se rendent compte que ça sert à rien. Et voilà quoi, il prend le commandement, Jaime, il fait bien valoir sa supériorité par rapport aux deux Pecno qui essayaient de diriger les choses. Et il essaye un petit peu de parlementer avec le Silure sur ce qui s'est passé. Et on voit que le Silure va rien laisser passer. Hein. C'est-à-dire que ouais, si vous promettez de vous rendre, je promets de ne pas faire de mal à vos hommes, d'épargner vos hommes. Et le Silure dit merde. Hein, si vous attaquez, je sais que je vous ferai beaucoup plus de mal que vous m'en ferez à moi en termes de pertes. Et on est bien préparé pour vous. On sent l'abnégation une fois de plus du mec qui n'a plus rien à perdre pour lui, parce que il est pas au courant de la plupart des choses. Bon, j'imagine peut-être qu'il est au courant que Sansa est en vie, mais en dehors de ça, il est pas au courant que ses arrières petits-neveux sont en vie, il est pas au courant de pas mal de choses, donc c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant de voir jusqu'où est prêt à aller quelqu'un qui, pour lui, n'a plus rien à perdre. Voilà, je tiens Vivseg, il y a toujours mes hommes qui sont prêts, on va vous en faire chier. On n'a plus rien pour nous, mais on va quand même vous en faire chier jusqu'au bout. C'est assez fort de sa part, j'avoue, ce petit moment est très bon de sa part.
Mais voilà, quoi, ça promet un certain combat. Je me demande un peu comment ça va se finir. Bon, vu que Jamie est un personnage plus important, il y a de fortes chances pour que ce soit lui qui l'emporte, hein, j'imagine. Et puis, normalement, Brienne devrait pas tarder à y être, logiquement. Donc, on verra un petit peu comment ça se déroulera, comment ça se réglera, tout ça. Je suis assez curieux de voir comment ça se fera. Honnêtement. Ensuite, pour terminer, il nous reste à voir du côté de Jon Snow qui va donc essayer de rallier le plus de troupes à son combat. Bon, déjà, on commence avec les sauvageons qui sont pas tout de suite convaincus, mais il y a le bon discours qu'il faut, surtout après tout ce qu'il a fait pour eux et la situation mise en place. Comme quoi, oui, si Jon Snow se fait battre, vous pouvez être sûr qu'ils s'en prendront à vous après. Donc ils n'ont pas trop le choix. Et bon, il y a quand même quelque chose d'assez honorable dans leur serment. Et voilà, ils rallient un petit peu d'autres maisons du Nord pour essayer de contenir, de se battre contre Bolton, et c'est à moitié fructueux. Hein. Il y a un passage que j'ai trouvé assez, assez mignon autour de Mormont, des Mormont, hein, qui sont dirigés par une petite fille d'à peine 10 ans, un truc comme ça, donc c'est quelque chose, quoi, et où Davos la convainc un petit peu. Ça me fait un peu bizarre quand même, par rapport à ça, par rapport aux non-Mormont, parce que bon, les Mormont, moi j'en connais que 2 dans la série, et c'est un type qui a vendu des esclaves, qui a essayé de vendre des esclaves, et un type qui a juré de porter le noir. Donc c'est pas des mecs qui ont fait grandement valoir leur honneur, hein, de ce que j'en connais. Donc ça fait un peu bizarre qu'une des familles du Nord soit les Mormont. Mais bon, voilà. Et puis on voit une autre famille qui, elle, n'accepte pas ça, parce que voilà, ils ont un problème avec le fait d'être avec les sauvageons. Déjà, c'est vrai que c'est un problème, hein, faut avouer, à nouveau, c'est une décision assez couillue, qui est pas difficile, qui est très difficile à faire passer chez tout le monde, et aussi par rapport au fait que, oui, les Stark, les représentants des Stark les plus importants sont morts et n'ont pas vraiment pu aider ces familles-là. Donc voilà, c'est quand même pas mal d'échecs, en tout cas de ce qu'on entreaperçoit par rapport à ce que voulait faire Jon Snow, et donc il se retrouve avec une troupe assez limitée. D'après ce que j'ai compris, si j'ai bien fait le calcul, de moins d'hommes que Stannis, donc ça a l'air assez mal barré, hein, genre 2200, un truc comme ça, alors que Stannis en avait 3000 lorsqu'il a confronté Bolton. Donc ça va être un peu compliqué ça. Et Jon Snow se dit, lorsque Sansa lui dit de façon claire, oui, il faut qu'on trouve plus d'hommes parce que ça va être trop juste, il dit non, merde, on va faire avec ce qu'on a, quoi, on n'a plus le temps, il y a le climat qui va bientôt changer, et ouais, je sais pas trop, John, quand même. C'est 2000 contre 6-7000 voire plus, c'est peut-être un peu du suicide quand même, surtout si vous êtes sur leur territoire, enfin, surtout si ce sont eux qui sont en position défensive. Je dis ça comme ça. Enfin bon, j'imagine, vu le caractère un peu trempé de Ramsay, que ça va être un combat à ciel ouvert, ça, c'est pas impossible, hein. Donc ce sera pas trop un siège. Si ça se trouve, je me plante royalement, hein, mais bon, on verra bien. Et c'est là que Sansa se dit, ok, il faut faire quelque chose. Et je crois qu'elle envoie un message à Baelish pour lui dire, on prend vos hommes en fait. Hein. Bon, c'est pas clair, hein, c'est pas montré de façon directe comme ça, mais je pense que ça doit être ça, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Voilà, hein. Donc voilà, c'est important de revenir là-dessus. C'est intéressant de montrer que oui, elle est prête à accepter Baelish en dépit du ressenti qu'elle a contre lui pour le plus grand bien. Voilà, c'est un moment pas mal. Après, oui, je comprends pas trop pourquoi Jon essaye pas d'en faire plus, sur le coup. Et il attend même pas ce que Brienne pourra rapporter de Vivseg en allant parlementer avec l'oncle. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi personne n'est allé le voir lui particulièrement. Enfin, j'en sais rien. On verra bien comment tout ça se goupillera dans les épisodes à venir. Je sens bien venir la grande bataille dans l'épisode 9 pour changer. Mais c'était vraiment un épisode sympa. Voilà, c'est un épisode où on met à nouveau pas mal de choses en place. On appuie la situation, on fait quelques petits développements intéressants. Il n'y a rien de grandement marquant, de grandement prenant là-dedans. Mais c'est fait très efficacement pour la plupart des choses. Et je suis assez impatient de voir comment ces conflits se régleront, surtout du côté de Jon Snow. Ça, je suis assez impatient.
À bientôt pour la suite. Bye.